Bonjour, bonjour pour cette troisième table ronde de la matinée. Alors, c'est une table ronde très particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première fois, au mieux de ma connaissance, depuis 2001, que le sujet de la guerre est abordé dans les entretiens d'Auxerre. Le fait que le Conseil scientifique ait choisi ce thème tout à fait au début de l'année n'est évidemment pas une surprise, mais ce qui compte dans le titre, c'est évidemment le point d'interrogation. Cette table ronde est originale également parce que c'est la première fois, au mieux de ma connaissance, que nous avons deux généraux, même s'ils ne sont plus en activité, on appelle ça la deuxième section, un général de corps d'armée, 4 étoiles, un général de brigade, sur ce plateau. Et la troisième originalité, comme me l'avait fait remarquer le général Delors, c'est qu'il n'y a pas de civils sur ce plateau, sauf moi, comme animateur, pour parler de la guerre, alors que ce sont les civils qui décident de la guerre. Ce ne sont pas les militaires qui décident de la guerre. Donc, vous voyez, trois scoops, trois angles particuliers. Nous sommes le 18 novembre, c'est-à-dire une semaine après le 11 novembre, qui est une date importante dans l'histoire de France. Et le 11 novembre, dans le journal Le Monde, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre, disait ce qui suit, qui sera une très brève introduction. Je le cite, qui mieux qu'un ancien chef d'état-major des armées, libre de s'exprimer aujourd'hui, peut, au fond, nous aider à réfléchir à la question qui est posée. Je le cite donc. Nos sociétés ont pensé avec naïveté que la relation de force extrême qui va jusqu'à la guerre était désormais une chose archaïque. Dans cet exercice de lucidité auquel il se prête, il est souhaitable et même indispensable de regarder les choses qui sont désagréables et qui nous tirent de notre confort. Le sujet n'est pas tant, rassurez-vous pour cette table ronde, je m'associe à cette remarque, le sujet n'est pas tant de préparer la société à la guerre que de lui permettre de poser un regard lucide sur le monde. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire, et non pas sous forme de deux exposés successifs, mais d'un vrai dialogue avec des questions précises et des réponses assez brèves qui nous permettront ensuite de débattre, parce que c'est un sujet certainement qui appelle de notre part à tous et à toutes des vraies interrogations. Donc je vous demanderai d'abord, chers généraux, de présenter en quelques mots, enfin les mots qu'il faut, le temps qu'il faut, vos parcours opérationnels respectifs. Dominique Delors. Bon, merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Tout d'abord, un petit point sur le 11 novembre. On ne commémore pas l'armistice, en fait. Le texte de la loi, qui a été modifié en 2012, est beaucoup plus précis que ça. Il dit que on célèbre le jour anniversaire de l'armistice, la victoire et la paix. Donc, dans le texte même de la loi, on voit deux points majeurs qui nous ramènent d'une certaine façon au sujet. Et je crois que c'est important de le savoir. Il y a souvent beaucoup de faux sens qui sont faits à propos du 11 novembre. Et cette loi de 2012 a simplement rajouté que l'on commémorait tous les morts pour la France. Intéressant également, cette loi a été votée par la gauche comme par la droite. C'est assez rare pour pouvoir le souligner aujourd'hui. Alors évidemment, un sujet comme ça interpelle. Et Olivier Kempf comme moi, nous sommes souvent sur des plateaux de chaînes d'information en continu pour parler de l'Ukraine et puis maintenant du conflit au Proche-Orient.
C'est dire qu'on peut être surpris au départ par un tel sujet. Mais en y réfléchissant, tout dépend comment et qui l'interprète. Le monde sans guerre, en fait, il existe pour beaucoup de gens. Je vais être un peu provocateur, mais vous êtes tous, vous avez l'âge de supporter encore la provocation. Et donc, je dirais oui, à Auxerre, qui se souvient d'avoir vu passer un char dans les rues d'Auxerre? Qui se souvient d'avoir entendu un obus de 155? Il y a encore des personnes, anciens combattants d'Algérie certainement, plus rarement d'Indochine, et peut-être exceptionnellement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais disons que tout ça, c'est très loin. Et alors, évidemment, pour une bonne partie de la population, la guerre, elle n'est pas dans leur monde. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas les chaînes d'infos en continu, et souvent même ils ne regardent pas la télévision, et puis ils lisent que les pages qu'ils souhaitent dans les journaux ou nationaux ou locaux, et donc ça ne les intéresse pas du tout, et ils ne cherchent pas à s'intéresser. Et même à Paris, c'est pareil. Nous connaissons, comme tout Parisien, nous avons des amis, entre guillemets, ce qu'on appelle intellectuels, ils n'écoutent strictement rien de l'international. Rien. Pour eux, c'est un monde sans guerre. Donc le monde sans guerre, c'est surprenant, évidemment, quand on entend le terme, mais il existe pour des gens. Quand vous êtes allé sans doute, vous avez rencontré des gens qui étaient passés aux États-Unis, quand on regarde leur chaîne de télévision, il n'y a rien du tout sur l'Ukraine ou je ne sais pas quoi. Hein. Rien. Vous trouvez vaguement CNN pour un truc, mais CNN est regardé par qui aux États-Unis? Par personne. Donc les conflits, bah, écoutez, puis il y a un tas de conflits qui se déroulent et qui nous échappent, même pour nous qui avons un certain goût pour la géopolitique. Et donc, on peut un peu bien comprendre qu'il y a une bonne partie de la population qui vit dans un monde sans guerre. D'ailleurs, qui connaît ou qui a un frère, une sœur, un fils, un militaire? Pas beaucoup de gens maintenant, puisque vous êtes évidemment dans cette salle encore un certain nombre d'hommes, à l'époque ça concernait que les hommes, avoir fait votre service national. Mais dans les générations qui vous suivent, bah, ils n'ont pas fait de service national puisqu'il a été suspendu. Donc ils sont moins concernés, bien entendu. Et les plus jeunes, bah, encore beaucoup moins. Donc si vous voulez, cette idée d'un monde sans guerre, elle n'est pas du tout ridicule. Elle existe vraiment, et pourtant la guerre est là. Et là, un peu partout. Effectivement, il suffit de regarder dans les télévisions, on voit que ça apparaît. Alors, vous m'avez demandé un peu... Moi, vous savez, j'ai eu la chance de passer une douzaine d'étés de ma jeunesse dans l'Yonne, pas très loin de Villeneuve-sur-Yonne. Donc, c'est pour ça que je connais un peu votre beau département, et j'y reviens de temps à autre, avec plaisir. Mais moi, j'étais un petit métropolitain qui habitait à ce moment-là à Alger. Et dans ma génération, c'était quoi Alger à l'école communale? Entre 54 et 58. C'était, notamment entre 56 et 58, c'était la bataille d'Alger. Mais quand j'arrivais l'été, j'ai retrouvé mes petits copains de Villeneuve-sur-Yonne. Mais pour eux, c'était même pas ce qui pouvait se passer, d'ailleurs, tant mieux. Donc je retrouvais un monde sans guerre. Alors après... Un monde sans guerre, ça a été une autre forme de monde sans guerre, c'était la guerre froide. Une première affectation, c'était en Allemagne. À l'époque, l'Allemagne, les divisions blindées du pacte de Varsovie, c'était à 180 km. Bon, disons comme d'ici à Versailles, quoi. Et oui. Bon, alors, il y avait beaucoup de troupes américaines, canadiennes, britanniques, françaises, etc. C'était la coupure de la main. Alors, cette guerre qui n'a pas eu lieu, cette guerre froide qui finalement n'a pas eu lieu, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Bon, c'est notable. Bon, dans la foulée, on m'a envoyé en Djibouti. À l'époque, c'était encore français, côte française des Afars et des Issa, territoire français des Afars et des Issa. Bon, c'était à quelques années de la décolonisation, mais on voyait bien qu'il y avait un processus qui se faisait et qui amenait à...
les années passent rapidement et ensuite je suis envoyé au début des opérations de Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, c'est lui qui a démarré le cycle des opérations extérieures. À l'époque, c'était un truc que personne ne connaissait d'ailleurs, même moi, la veille du jour où j'ai été envoyé avec mon escadron, c'était pour aller aider les Mauritaniens contre le Polisario. Alors ici, il doit y avoir un certain nombre de personnes qui connaissent le Polisario. Et ça se passait dans le sud du Sahara occidental, dans le Tiris et le Garbia pour les fanatiques. Et puis là, on aidait les Mauritaniens du temps où ils avaient une prétention sur cette partie sud du Sahara occidental. À peine très vite passage, et ensuite je suis balancé à un endroit que vous connaissez tous parce que vous êtes au courant de l'actualité, pour débarquer avec le premier contingent français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. En 78. 78. Donc, vous voyez, à 45 ans. Souvenez-vous, vous étiez il y a 45 ans. Pour les plus jeunes, vous n'étiez pas là d'ailleurs. Et donc, il y a 45 ans. Donc, débarquement, première fois que les Français, depuis le bataillon de Corée, en mettaient des troupes sous béret bleu pour essayer de séparer les Palestiniens des Israéliens. Ouais, le problème, pas nouveau. On y est toujours d'ailleurs, hein. On a 700 soldats français qui sont au sud-Liban en ce moment. Bon, les combats, malheureusement, à l'époque, on ne se connaissait pas trop, les combats avec les Palestiniens, d'ailleurs. Bon, j'ai quelques souvenirs de cette période. On ne peut pas y passer. Dans la foulée, parce qu'on n'était pas beaucoup les unités professionnelles de Valéry Giscard d'Estaing, on voyait au Tchad. Alors, au Tchad, c'était plus complexe. C'était plus complexe parce qu'il y avait le pouvoir, il y avait plusieurs entités, mais enfin, en tout cas, il y avait des rebelles, et de temps en temps, il fallait éviter que les rebelles, notamment soutenus par Kadhafi, que vous allez retrouver un peu plus tard, ne dérèglent complètement le dispositif. Les opérations, elles ont été nombreuses par l'armée française. Il se trouvait que, bon, la première guerre du Golfe, je commandais un régiment à Djibouti, donc encore à Djibouti. Bon, je vous passe très vite d'autres trucs. Et puis ensuite, je reviens immédiatement après comme conseiller Afrique-Moyen-Orient du chef d'état-major des armées pendant la première partie des années 90. Et ensuite, disons que pendant cette période, il y a plein de crises. Hein. Donc, que ce soit au Cambodge, vous savez, il y a eu aussi un génocide là-bas, il y avait les accords de Paris, on essayait de se remettre, la Somalie, où il y avait des massacres considérables avec des opérations françaises de l'ONU, etc. Et bien sûr, le Rwanda. Alors, le Rwanda, je pourrais vous faire des conférences qui dureraient un temps fou. Si jamais le sujet vous intéresse un peu, vous aurez en tout cas un témoignage dans le bouquin de mémoire que j'ai écrit pendant ces années où j'ai suivi un processus où on a essayé de faire un monde sans guerre. Je suis moins sévère que le professeur Duclerc en ce qui concerne l'action de la France, parce que je pense qu'il y avait une véritable volonté d'une sortie de crise par ces fameux accords d'Arusha pour ceux qui connaissent ces accords d'Arusha, avec une signature entre les différentes parties et un processus qui amène à une meilleure reconnaissance des différentes parties. Je raconte toute cette procédure. En tout cas c'est mon avis, la France c'était la France du Mitterrand. Vous voyez, après, vous savez, le problème des militaires, c'est que on sert la France, hein, on ne sert pas les présidents, parce que les présidents, ils changent. J'ai commencé par défiler devant le général de Gaulle. Donc, vous voyez, j'en ai vu des présidents. Donc, de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac. Alors, Chirac, à ce moment de Chirac, je suis déjà chef du centre opérationnel interarmé. Donc, il se passe globalement où on coordonne toutes les actions militaires. Et à ce moment-là, il y en a toujours beaucoup, notamment les Balkans, parce que les Balkans sont en feu depuis 91, en fait. Et les Balkans, ils vont brûler jusqu'à la grande campagne aérienne de l'OTAN, dont nous faisons partie, plus les Américains dans l'OTAN et hors de l'OTAN, pour mettre à genoux Milosevic et faire cette séparation entre le Kosovo et la Serbie, sachant d'ailleurs qu'à ce propos, il y a un certain nombre d'États européens qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo, comme notamment l'Espagne, la Grèce, etc.
Donc vous voyez, ça, je pourrais en parler de beaucoup d'opérations, évidemment, en Afrique, mais pour vous dire que ce problème d'un monde sans guerre, il est à la fois très intéressant, il est possible, parce que quand même, ne l'oublions pas, pour les Français, ceux qui habitent à Charny, qui habitent à Chichery, qui habitent à Joigny, qui habitent à Villeneuve-sur-Yonne, qui habitent au Auxerre, c'est quand même un monde sans guerre. S'il sort de chez lui, il ne voit pas passer des chars, il n'entend pas des obus, c'est bien un monde sans guerre. Donc la France a la chance, depuis 1945, du moins la France métropolitaine, a la chance d'avoir l'impression que c'est un monde sans guerre. En fait, la situation est, à mon sens, beaucoup plus dramatique. Je regarde parce que je suis un peu long. Hein. Bon. Donc, Olivier, à vous répondra à la question. Bon, on retiendra qu'un monde sans guerre est possible. C'est déjà le début de l'esquisse du commencement d'une réponse. Général Olivier Kempf, votre parcours opérationnel résumé. Ok, je rattrape le temps, compris. Mission. Je ne suis pas de la même génération que le général Delors. Moi, je grandis effectivement dans la guerre froide. Je rentre à Saint-Cyr en 84, donc à l'époque, c'est la guerre froide. Et je viens finalement d'un milieu qui ne connaît pas l'armée, qui ne sait pas du tout ce que c'est. Je suis parisien. Et dans la famille, d'ailleurs, personne ne comprend très bien ce que je vais faire à l'armée. Je disais, OK, il y va 3 ans, et puis bon, il va revenir chez nous, quoi. J'y suis resté 35 ans. Pourquoi? Parce que c'est un milieu intéressant. J'avais pas les codes au début, mais voilà. Première affectation au régiment en 88, à Altkirch, qui est en Alsace, dans le Sundgau. On fait beaucoup d'entraînements, et puis on voit le monde qui s'écroule. Ce monde de la guerre froide, avec, vous vous souvenez, les Trois Glorieuses, 89, 90, 91, la chute du mur, l'éclatement du pacte de Varsovie, de l'URSS, et la première guerre du Golfe. Et à cette occasion-là, je suis envoyé fin 91 au Koweït, comme observateur de l'ONU, et donc moi qui m'attendais à faire de la garde face à la ligne bleue des Vosges, enfin on était un peu devant les Vosges, mais subitement me voici projeté à 3000 km de là, au milieu du désert, et à faire des patrouilles entre l'Irak et le Koweït. Et puis commence la Yougoslavie, on m'envoie l'été 92 à Sarajevo, donc au PTT Building, c'est là où je vois, c'est important, mes premiers morts. La guerre, c'est d'abord ça, si vous voulez. Il faut dire les choses. Je sais que c'est tabou de parler de la mort, mais la guerre, c'est d'abord des morts. Et donc, vous voyez des snipers, vous voyez des cadavres dans la rue, et vous devez aller les relever pour leur donner une sépulture, etc. Donc, c'est assez surprenant. Bon, je passe un peu plus tard. Je retourne en Yougoslavie à la tête de mon escadron, cette fois-ci dans la poche de Bihac. Je ne vais pas vous retracer la Yougoslavie, mais la poche de Bihac est à l'est de la Bosnie, un espèce de condensé plus ou moins bosniaque, entouré par des Serbes et des Croates. C'est odieusement compliqué, on n'arrête pas de se faire tirer dessus, parce que curieusement, à l'époque, les opérations de maintien de la paix, on nous disait « mettez-vous au milieu des combats ». Comme ça, ils vont arrêter de se tirer dessus. Ils n'arrêtent pas du tout de se tirer dessus, et en plus, ils nous tirent dessus à nous. Bon, et nous, on n'a pas le droit de riposter. Ou il faut vraiment avoir identifié, enfin, avec des règles d'ouverture du feu très contraignantes, parce que je suis dans un mandat en ONU, et qu'à l'époque, l'ONU se refuse à faire la guerre. L'interposition, c'est pas faire la guerre. Alors, c'est une interprétation un peu classique, finalement, de ce mandat, parce qu'il y avait un certain nombre de gens qui ont décidé de se faire respecter, qui y sont arrivés. Mais ça a laissé du traumatisme, et pour ça que j'explique, parce que ça explique aussi un certain nombre de choses sur la façon dont on a évolué, sur notre façon de conduire les opérations. Je reviens quelques années plus tard dans un régiment. Là, je suis chef opération, donc le numéro 3 du régiment, pour faire simple. Et avec ce régiment-là, on part en Côte d'Ivoire, à Korogo, donc c'est tout au nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à l'époque, est à feu et à sang, avec là aussi des gens, une sorte de guerre civile, avec des gens qui ne s'aiment pas.
Et là, on n'est pas face directement à des combats, on est face à des milices qui tiennent un pays, qui le mettent à sac, et avec des choses assez désagréables. Je veux dire, il y a des moments où vous vous apercevez que la prison du satrape de Korogo consiste à mettre des gens pendant 3 jours dans un conteneur. Je veux dire, vous êtes à Korogo, il fait un peu chaud dans un conteneur. À Korogo, pendant 3 jours de suite. Voilà, donc on voit des choses assez désagréables. Il a fallu aussi qu'on aille... on découvre un charnier, plusieurs centaines de corps, et donc, quand je parle de la mort a une mauvaise odeur, au sens premier du mot. Et donc on voit les conséquences de la guerre. Donc je préfère, je suis un peu... Mais il faut que vous preniez conscience de ce que c'est que la guerre. Pourquoi elle est haïssable et pourquoi les militaires n'aiment pas la guerre. Prenez ça aussi comme leçon. Un militaire n'aime pas la guerre, parce qu'il la connaît. Je retourne sur une autre mission, à nouveau en Bosnie-Herzégovine, cette fois à Mostar, on est en 2004, donc 10 ans après le début des combats. Et ça, c'est assez intéressant, parce que vous apercevez que si les troubles politiques, ou du moins la situation politique n'est absolument pas résolue, en revanche, la zone est pacifiée. Et donc là, on est réellement dans du maintien de la paix, même s'il n'y a pas la paix dans les cœurs, il y a au moins la paix dans la rue. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, je commande un régiment, et là, je vais au Tchad, à Abéché, où il s'agit d'aller assurer la protection des réfugiés, des camps de réfugiés qui viennent du Darfour. Donc on est sur la partie, alors je me mets de votre côté, sur la partie est du Tchad, à la limite avec le Soudan. Et donc là encore, vous êtes dans de l'humanitaire, mais avec des conditions qui ne sont pas non plus très agréables. Je laisse sur mes expériences opérationnelles directes. Sachez aussi que j'ai fait pas mal d'OTAN. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur l'OTAN. Il y a un livre là-bas. Que ça soit à Naples, où je me suis occupé des théâtres des Balkans, du Kosovo, un peu comme vous en général. Que ça soit à Mons, où là, j'ai fait beaucoup de choses, et notamment tout l'Afghanistan. Enfin, je me suis occupé sur des niveaux interalliés de la conduite des opérations vues de Mons, et puis après avec le secrétaire général. Voilà. Oui, ce que peut retenir, c'est après la guerre froide, pratiquement, il y a des interventions. Les armées françaises participent, sont engagées dans une succession d'opérations militaires, et sauf de rares exceptions en Afrique, c'est toujours en coalition avec un mandat des Nations Unies. Pas forcément. Moi, j'ai fait ONU, UE, des mandats ONU, UE, OTAN et national. Moi, j'ai fait les 4. Donc, il y a tous les 4. Il y a tous les cadres. Alors, vous l'avez déjà évoqué. Est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre de nous dire c'est quoi la guerre? Quand on regarde les grands classiques, Hobbes, Raymond Aron, ou même plus avant, on a une sorte de définition, une trinité causale. Pourquoi entrer en guerre? La cupidité, la peur, la quête de gloire qui est aussi de la vanité, ou la supériorité affichée. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez en quelques phrases, nous définir quelque chose qui mériterait un séminaire annuel? Quelques phrases, c'est quoi la guerre? À partir de ce que vous avez vécu en opération. Et quelque chose auquel je crois profondément, c'est la phrase de Clausewitz qui dit que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et donc là, on peut effectivement avoir l'essentiel de ce qu'est une guerre. Vous avez raison de rappeler en tout début, c'est que la guerre, ce n'est pas les militaires qui la déclenchent. C'est les autorités politiques de l'un ou de l'autre bord. C'est les conditions dans lesquelles ils se trouvent qui les amènent soit à une forme de légitime défense, soit une attaque. C'est une appréciation, a priori, qui est faite par le décideur, mettons Poutine, au moment où il décide d'envahir l'Ukraine.
Donc c'est une décision qui est prise par les politiques. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que, comme le disait très bien le général Kempf, c'est que foncièrement, le militaire n'aime pas la guerre. Par contre, s'il est obligé de la faire, il va la faire de la manière la plus professionnelle possible et essayer, je dis bien essayer, de la faire. D'abord, n'oublions pas, il n'y a pas de guerre propre, hein. Soyons clairs là-dessus. Il n'y a que des guerres sales. Il y a des guerres plus ou moins sales, mais il y a des guerres très sales. Mais je veux dire que c'est pas, je vais employer une grossièreté, mais qui, par moment, a le propre d'illustrer correctement le propos. La guerre est une saloperie, mais on n'est pas obligé de la faire comme des salauds. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas, pour ceux qui ont connu, vu des morts, parfois aussi de manière directe ou indirecte, tuer des gens, hein, quand même, faut le reconnaître, avoir vu tomber tel ou tel de ses voisins mortellement blessés, la guerre, c'est un visage. C'est pas un visage facile. Donc il y a tout l'aspect humain qui est énorme, hein, chez nous, hein. Il ne faut pas croire qu'on n'a jamais considéré nos soldats comme la chair à canon, hein. Jamais. D'ailleurs, ce terme, je le hais. Et quand il est employé sur des plateaux, à chaque fois, je remets les pendules à l'heure. Même un chef dur ne prend jamais ses soldats pour la chair à canon. Donc, si vous voulez, il y a cette grande dimension. Donc, le volet politique me paraît majeur, et c'est à part de là que se déclenche la guerre, c'est aussi effectivement en fonction des résultats ou pas de la guerre qu'on arrive à une autre situation politique. Alors après, est-ce que la guerre dure tout le temps? Est-ce que c'est la guerre qui est en permanence et qui a des temps de paix? Ou est-ce que c'est la paix qui est rompue par des temps de guerre? Ça mériterait aussi un colloque. La guerre, c'est... J'essaie de jeter une définition, là, au pied levé. Utilisation de la violence armée pour imposer à l'autre sa propre volonté. C'est ça, la guerre. Et il y a deux mots qui sont expressions, qui sont importants dans cette définition. C'est d'abord la notion de violence armée et ensuite la notion de l'autre. La violence armée, tout le monde peut la faire. Le général Delors parle du militaire, mais quelque part, il parle du militaire français qui est encadré, qui est éduqué, qui est entraîné, qui est maîtrisé. La plupart des expériences auxquelles j'ai fait face, j'ai pas vu des militaires, j'ai pas vu des soldats, j'ai vu des guerriers, j'ai vu des acteurs de guerre. Mais certes, ils savaient tirer au fusil ou utiliser du mortier ou des armes plus lourdes, plus ou moins coordonnées. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que finalement, la violence armée, on cherche à provoquer du chaos. La guerre est extrêmement chaotique. Et tout notre métier à nous, et en tout cas militaires français, est comment est-ce qu'on réussit à introduire assez d'ordre dans le chaos pour que nous soyons plus efficaces dans notre imposition de la volonté. Mais imposer la volonté par la violence armée, c'est réellement aller tuer l'autre. Le but du jeu, c'est de lui faire mal. À la guerre, il s'agit de faire mal. Alors vous faites ça plus ou moins proprement, mais à la fin, vous avez des morts et des blessés et des éclaboussures, parce que vous pouvez viser soit l'autre soldat, guerrier, militaire, soit la population civile à côté. La guerre, c'est du chaos. C'est de la violence armée. Vous introduisez de la violence. Voilà. Et deuxième chose, l'autre. L'autre, oui, et donc la guerre, elle est conduite par des militaires. Et donc c'est pour ça que vous avez cette dimension militaire, donc des militaires qui sont dans la conduite de la guerre. Mais elle est décidée par l'autre. Et donc l'autre, là on arrive sur la dimension politique. Et là encore,
vous pouvez avoir, et c'est notre culture, à nous, Français, cette culture un peu westphalienne, des entités politiques très constituées, d'États-nations, c'est toute notre histoire de France que l'on connaît par cœur. Ce que j'observe dans le monde contemporain, et en tout cas c'est la pratique opérationnelle que je vois, c'est que, et on va laisser un peu de côté la guerre d'Ukraine, on va y revenir, je suis sûr, mais tous les conflits qu'on a vus toutes ces dernières années n'étaient pas des conflits interétatiques. C'était soit des guerres civiles, soit des rébellions, soit des talibans, soit, vous voyez, des espèces de choses tout à fait informes, non constituées politiquement. Et vous voyez, je prépare déjà la prochaine question de Michel Fouché sur comment est-ce qu'on sort. Quand vous êtes avec des entités politiques, à la limite, vous pouvez avoir des voies de résolution politique du conflit. Mais quand vous êtes avec des entités informelles, qui ont un vrai rôle politique, une vraie ambition politique, mais qui sont informelles, vous ne pouvez pas traiter avec elles. Donc c'est aussi une des difficultés aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une guerre classique, interétatique, très organisée, etc., celle qui est finalement dans notre référence culturelle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, où vous remontez finalement avant. Et puis vous avez tout ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des guerres qui sont beaucoup plus étalées, informes, mal maîtrisées, etc., avec des entités politiques qui sont elles aussi informes, mal maîtrisées. Ça m'amène à une question que j'ajoute. Vous dites le soldat français, est-ce qu'on peut faire la guerre de manière démocratique? C'est-à-dire c'est une décision. Est-ce qu'il y a une différence entre une décision, vous avez cité Giscard d'Estaing, une décision d'un pays démocratique, un élu, pour régler une rébellion, un conflit, s'interposer, etc. Et l'autre point, qui est un sujet qui remonte actuellement, c'est la question du droit international de la guerre. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est le droit international de la guerre? Et quand vous êtes commandant d'opération, ce que vous fûtes à plusieurs reprises, comment vous pouvez l'appliquer, le prendre en compte? Oui, il est très, très sécurisant pour un chef militaire d'un certain niveau, qui se trouve même à la charnière du politico-militaire, comme on le dit, c'est de se trouver dans une démocratie française. Parce que là, il a le sentiment que la légitimité se rajoute à la légalité. C'est-à-dire que, effectivement, comme chef militaire, il va bien recevoir un ordre du chef de l'État, qui chez nous est aussi président de la République, mais aussi chef des armées. Et donc c'est lui qui donne, dans le cadre d'un processus bien sûr, qui fixe la mission donnée aux armées dans son engagement. Et donc il y a cette égalité, mais il y a aussi cette légitimité parce que globalement le président de la République, c'est l'élu des Français. Donc pour nous les chefs militaires, qu'il y ait conjonction légalité légitimité, c'est parfait. Moi, là, c'est clair, on est dans la démocratie fonctionne bien, on n'est pas sous les ordres d'un dictateur qui impose sa volonté. Il y a un certain nombre de contre-pouvoirs en France, dans le cadre constitutionnel, qui fait qu'il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Depuis maintenant 60 ans, quoi. 60 ans, c'est clair. Alors maintenant, sur le droit, on a raison, depuis 1945, d'essayer d'avoir une poursuite de la réflexion engagée dès les batailles de Napoléon III en Italie, avec la création de la Croix-Rouge, et ensuite une évolution du droit qui permet de protéger les blessés, de protéger les prisonniers, de distinguer les responsabilités des uns et des autres. Et ça s'est appliqué pendant la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on sait que ça a été partiellement appliqué en fonction des gens, notamment par
les Allemands. Pour certains, c'était direction nuit et brouillard. Pour d'autres, ils étaient dans des camps de prisonniers jusqu'à la fin de la guerre. Donc il y a eu aussi des différences. Ensuite, il y a évidemment, on a continué à codifier. Le problème de la codification, c'est que lorsqu'on se rapproche des conflits que nous vivons actuellement, c'est que si tout est pensé, la situation quand vous êtes au combat, elle se présente généralement pas exactement en fonction des livres qui ont été donnés. Donc il appartient évidemment à chaque officier, puisque c'est un peu le but. Hein. Le but de l'officier, c'est évidemment commander pour gagner tel ou tel objectif, mais également pour faire en sorte que ces soldats se comportent correctement. C'est une grande différence d'ailleurs avec les milices, où là il n'y a pas de cadre particulier. Mais en tout cas dans l'armée française, ils se comportent correctement, pour éviter justement ce qu'on appelle, que vous entendez partout, les crimes de guerre, etc., pour éviter les pertes collatérales, pour éviter de faire un mal qui n'est pas évitable. Hein. Si on peut éviter de faire du mal à la population civile, puisqu'en fait, tout le monde, vous avez tous ça en tête, eh bien, on essaie de le faire. Maintenant, vous dire que c'est toujours possible de le faire, je mentirais en vous le disant. Mais évidemment, ce cadre éthique, ce cadre réglementaire, ce cadre des accords signés par la France, il n'est pas négligé. Il touche même notre armement, puisqu'on nous a supprimé un certain nombre d'équipements qui existaient, comme les bombes à sous-munitions. Bon, les bombes à sous-munitions, dans l'armée française, c'est interdit. Bon, ça n'empêche pas les Américains d'en avoir livré aux Ukrainiens, et les Ukrainiens en ont utilisé. Je ne parle pas des Russes, ils en utilisent, bien sûr. Les mines aussi, les mines antipersonnelles. Nous, on a signé les conventions, on n'a plus de mines. Donc, vous voyez, on fait il n'y a pas... On se supprime des éléments qui peuvent servir, parce que ça a une utilité, les mines. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Ukraine. On voit que les mines, ce n'est pas un truc complètement obsolète. Hein. C'est une réalité. C'est un vieux truc, mais ça marche toujours très bien, redoutablement bien d'ailleurs. Donc vous voyez bien que là, il y a une réflexion entre le cadre réglementaire qui est tout à fait naturel, qui est attendu, auquel on essaie de former tous nos cadres là-dessus, et puis la réalité de l'engagement du terrain, où quand on se fait tirer par quelqu'un à partir d'une fenêtre, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, on ne voit pas forcément s'il porte un uniforme ou pas, hein. Et puis qu'est-ce qu'il y a derrière la fenêtre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'engagement en question? Ben, on va tirer dedans. Alors on peut tirer au fusil, on peut tirer au canon aussi. Tout dépend. Si vous êtes dans un char, la tentation, ça va être de tirer ou à la mitrailleuse ou au canon. Si vous êtes un fantassin, vous allez tirer avec ce que vous avez. Donc, si vous voulez, je comprends bien la grande sensibilité que tout homme ou femme doit avoir quand on regarde un conflit. Mais il y a un moment où, moi j'aime bien malheureusement cette expression, où il faut constater que, au moins chez certains, les passions dépassent largement les intérêts de l'action menée en cours. Sur la démocratie, vous avez peut-être entendu la formule « les démocraties ne font pas la guerre ». Elle est imprécise, cette définition. Les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Mais les démocraties font la guerre. Alors, des guerres maîtrisées, des opérations... mais qu'est-ce qu'on a fait en Afghanistan avec les Américains? Qu'est-ce qu'on a fait en Libye? Qu'est-ce qu'on a fait au Mali? On a fait la guerre. Et du coup, se pose la question, et je rejoins Dominique Delors, sur l'égalité et légitimité. L'avantage d'une démocratie, c'est qu'il y a une belle conjonction entre la légalité et la légitimité. Beau sujet, peut-être, pour les entretiens d'Auxerre. Sujet en tout cas actuel, parce que, et je vais faire la liaison avec le droit international humanitaire, le DIH, ou droit des conflits armés, donc les conventions de Genève. Il n'y a pas que les conventions de Genève, il y a aussi 2-3 petites choses à côté, mais principalement les conventions de Genève plus les protocoles additionnels. Ok. Mais tout ça, c'est quelque chose du XXe siècle. D'un contexte géopolitique qui est celui du XXe siècle où l'État est l'acteur politique dominant. Et en fait, on parle de droit international, on devrait dire droit interétatique, qui est à mon avis plus précis
que le international, même si tout le monde comprend. Je parle à côté d'un internationaliste, donc mais bon, on aura cette discussion, Michel. Ce qui est intéressant, avec ce 21e siècle, et j'y ai fait allusion avec cette nouvelle typologie de conflit armé, c'est que, et on enlève encore le cas particulier de l'Ukraine et de la guerre interétatique entre l'Ukraine et la Russie. Mais en dehors de cet exemple, la plupart des exemples que l'on observe depuis 30 ans sont des exemples où ce n'est pas un État contre un État, c'est un État contre des choses, des milices, des groupements, Al-Qaïda, l'État islamique, des rebelles, des talibans, mais souvenez-vous aussi, finalement, et c'est pour ça que je me raccroche à l'égalité et légitimité, au moment de la guerre froide, on avait tout le débat sur la guerre révolutionnaire. On avait Lénine déjà, on avait Mao avec le poisson dans l'eau, on avait Giap au Vietnam, on avait les indépendantistes algériens. C'est-à-dire que même dans notre monde du XXe siècle, on était déjà avec des conflits. À l'époque, on parlait de conflits révolutionnaires où c'était un combat de légitimité. Alors le plus souvent, c'était de libération nationale. Aujourd'hui, les conflits ne sont plus simplement des conflits de libération nationale. C'est le cas à Gaza, mais quand vous regardez ce qui se passe au Sahel, c'est pas vraiment le cas. Quand vous regardez la guerre du Yémen, totalement oubliée, c'est pas vraiment le cas. Quand vous regardez l'actuelle guerre au Soudan, qui fait des ravages, qui a entendu parler dans l'assistance de la guerre du Soudan? Ça fait 9 mois qu'ils se tapent dessus de façon violente. Personne n'en parle. Ce qui se passe en Éthiopie, vous avez des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de conflits à travers le monde, certains qui ne sont pas du tout médiatisés, d'autres qui sont très médiatisés, mais globalement, la typologie des conflits n'est pas un conflit interétatique qui appartient à notre représentation culturelle, habituelle de la guerre. Et donc, pour revenir à votre question sur la démocratie et le droit international humanitaire, quand vous devez intervenir face à des acteurs qui ne l'ont pas signé et qui donc ne le respectent pas, comment faire? Et je reviens, et je terminerai là-dessus, parce que le temps passe et le gardien du temps s'énerve. Pendant la guerre froide, nous avons été éduqués, le général Delors et moi, quand on partait en opération, à avoir des règles d'ouverture du feu. Et à partir des opérations dans les Balkans, sous mandat Nations Unies, mais tout le reste a suivi parce que c'était valable dans le cadre otanien ou dans le cadre UE, on a eu des règles d'engagement. C'est-à-dire que nous, militaires, on était sur de l'ouverture du feu, donc juste sur de la maîtrise de la violence, et avec de la règle d'engagement qui était quelque chose de beaucoup plus large, puisque ça comptait aussi ces règles, d'abord de protection, mais de comportement. Et donc, on avait jusqu'au niveau le plus bas, finalement, cette diffusion, cette infusion de ce droit international humanitaire. Alors, j'ai encore une question principale et une petite question annexe avant le débat. Comment ça se termine? Défaite, victoire, qu'est-ce que c'est que la défaite? Qu'est-ce que c'est que la victoire? Encore une fois, sur la base de vos parcours opérationnels respectifs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne évidemment le contemporain? Nous n'avons pas le temps de faire une rétrospective historique des fins de conflit dans le passé. Il y a une première façon, c'est la reddition sans condition. C'est ce qui avait été décidé par Roosevelt, Churchill et Staline vis-à-vis du système nazi. Et donc, on ne discute pas. On va jusqu'à la victoire totale. C'est une manière de finir la guerre. Une deuxième façon de finir la guerre, c'est de ne pas la finir. C'est-à-dire, on reste en guerre. Alors, vous avez des exemples comme même entre la Russie et le Japon, ils n'ont pas signé de traité. Donc, il y a toujours la presqu'île de Sakhaline. Vous avez entre les deux Corées, vous avez aussi un cessez-le-feu, mais vous n'avez pas d'accord de paix. Donc, c'est une manière où on gèle un conflit. Vous avez Chypre, plus proche de nous, où vous avez 30 000 à 40 000 Turcs
soldats turcs qui campent dans la partie nord de Chypre. Donc là, il y a une petite force de l'ONU qui s'est mise là depuis 74, hein, quand même 74, on va arriver au cinquantenaire. Oui, ça commence à être pas mal. Donc c'est aussi une manière de finir des conflits. Il y a aussi la manière de le faire comme on l'a fait avec Milosevic, c'est-à-dire qu'on le fait plier complètement. Vous savez, là, les opérations aériennes menées, c'est 28 000 missions aériennes pour la campagne du Kosovo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 28 000 missions aériennes de combat ou de ravitaillement en vol. Bon, avec un targeting qui était particulier, et, dans lequel on pourrait évidemment apporter beaucoup d'éléments. Donc ça aussi, on a plié, là. On a amené un pays à dire OK. Et puis, il y a des guerres qu'on voudrait bien finir, auxquelles on n'arrive pas, parce qu'il n'y a pas de décision sur le terrain, donc on ne sait pas si on doit accepter ou pas. Vous savez, globalement, c'est quand même ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une remise en cause complètement d'un ordre international qui sort des années 1945, qui a été globalement amené principalement par la superpuissance, qui va le rester encore longtemps jusqu'en 2010, la superpuissance américaine, donc, et nous les Occidentaux. Alors nous les Occidentaux, avec des bémols, parce qu'à partir de 1945, les empires britanniques, français et autres vont disparaître. Mais disons, c'est dans la vision américaine de toute façon. Donc cet ordre international, elle se bâtit sur des rapports de force. Vous avez en ce qui concerne, je terminerai par là, quelque chose qui me paraît très important dans la psychologie de la Chine, et pas que dans la psychologie de la Chine, l'idée des traités inégaux, qui est à mon avis une remise en cause complète de l'ordre mondial, parce que les diplomates chinois considèrent que les traités inégaux signés par la Chine au XIXe siècle l'ont été faits dans un tel rapport de force que ce qui n'est plus représentatif maintenant. Maintenant, en 2010, il n'y a aucune raison qu'il y ait encore des reliquats de ces traités-ci-là. C'est la même chose pour le président Erdogan quand il considère des traités de Sèvres et de Lausanne. C'est pareil. Il considère que la répartition des terres est inacceptable. Donc vous avez des remises en cause profondes d'un ordre qui est principalement sous la puissance américaine, mais qui est considéré comme l'ordre occidental. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on me demandait comment vous voyez l'avenir. Je lui ai dit c'est sombre. Alors on peut faire des projections. Donc moi c'est ce que décrire le passé c'est bien, commenter le présent c'est très bien. C'est pour ça que je m'intéresse à l'avenir en ouvrant des pistes. Comment on fait une guerre? 4 façons. J'ai recoupé ce qu'a dit le général Delors. D'abord, la plus traditionnelle, celle à laquelle nous avions l'habitude, qui est celle de cet ordre westphalien, parce qu'on parle de l'ordre du XXe siècle, mais à l'origine, ça remonte au XVIIe siècle avec les traités de Westphalie, qui finalement met l'État comme acteur principal des relations internationales. Et mais la notion de négociation à l'issue d'un conflit remonte beaucoup plus loin, remonte au Moyen-Âge. Et donc, on se fait la guerre, et puis on se rend compte qu'il y en a un qui a gagné, on négocie, on échange du territoire, et puis ça se passe bien. À peu près bien. Bon. Deuxième chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la négociation, ça n'est plus au goût du jour. On va dire les choses assez simplement. Aussi parce qu'on n'est plus dans l'intérêt étatique, et que même dans l'intérêt étatique, finalement, les gens ne sont pas tout à fait d'accord pour négocier. Deuxième chose, l'éradication, la reddition, le changement de régime. Alors ça, c'est quelque chose que nous, occidentaux, on adore. D'ailleurs, sous une pression de culture stratégique américaine. Nous, Européens, avec 1500 ans à se taper dessus, on a quand même l'habitude que l'autre est un peu un autre nous-mêmes. Voilà, je veux dire, d'accord, on n'aime pas les Anglais, on attend le crunch chaque année au tournoi des 6 Nations, mais finalement, on sait qu'ils sont quand même très proches de nous, quoi. Les Allemands,
on les bat au foot. Ou pas. Mais vous voyez, je veux dire, même s'ils sont bizarres, les Allemands, ils sont quand même proches de nous. Vous voyez ce que je veux dire Ça fait rire. Tandis que dans une psychologie américaine, l'autre, c'est le diable. The evil. L'axe du mal. Et donc, très souvent, quand les États-Unis se décident à entrer en guerre, ils font pas de la guerre pour de l'intérêt. Mais bien sûr que si, qu'ils le font pas. Mais ils doivent se justifier en disant « je fais la guerre contre le mal ». Cette notion protestante des relations internationales, avec donc cette question de l'éradication. Et donc du changement de régime. C'est-à-dire que ce qu'on a fait contre Hitler en 1945, eh ben, ils veulent le faire contre Saddam Hussein ou ils veulent le faire contre Kadhafi en disant, bah voilà, je veux dire, une fois que j'ai zigouillé le gars en haut, tout va bien se passer. Oui, mais non, en fait. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que ça ne se passe pas bien. C'est pas, je veux dire, c'est pas en tuant un dictateur que vous réintroduisez une démocratie dans un pays. Bon, bref, donc changement de régime, c'est une façon de terminer la guerre, mais finalement de la proroger. On le voit bien en Libye et on le voit bien en Irak où 15 ans après, c'est toujours pas aussi simple. Troisième façon, l'épuisement. L'épuisement d'une des parties. Ça peut être ce qui s'est passé en Bosnie ou au Kosovo. La partie serbe s'est épuisée et a plié. Sans que ça soit une vraie résolution. Parce que quand vous regardez le modèle, enfin, la Bosnie-Herzégovine comme le Kosovo, d'un point de vue étatique, c'est tout sauf rassurant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez finalement des proconsulats européens qui font tout pour que ça ne redémarre pas, mais qui ne permettent pas au pays de se construire. Et donc d'avoir non seulement une légalité, mais une légitimité. Et donc un avenir autonome, indépendant, sans qu'on soit là. C'est ça qui est frappant dans les Balkans. C'est-à-dire que les Balkans, c'est une poudrière, ça repart dans 2 jours. Hein. Aujourd'hui, vous dites sans guerre. Oui, mais parce que quelque part, on les oblige à ne pas faire la guerre. Donc épuisement. Autre épuisement, où là, c'est pas nous qui gagnons, c'est nous qui... Enfin, nous, hein, qui perdons, c'est l'Afghanistan. Les talibans ont gagné. On est parti. On avait fait... On est là, jusqu'au bout. Oui, non, je veux dire, il y a 2 ans, on est parti. Donc, épuisement. Troisième façon de sortir la guerre. Et puis la quatrième, c'est... Eh ben, on n'en sort pas. C'est ce qu'on appelle un conflit gelé. Alors, tout le monde pense à un conflit gelé, bah, c'est la Bosnie. Non, 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 non. Un conflit gelé est un conflit où il continue à y avoir des actions de guerre, des actions de violence, des bombardements, des tirs, des machins, des choses, des morts, des blessés. Mais c'est sous le seuil d'intérêt de l'opinion internationale. C'est sous le seuil d'intérêt médiatique. C'est-à-dire que tout le monde s'en fiche. Et d'ailleurs, que le conflit gelé soit très actif ou pas très actif, finalement, tout le monde s'en fiche. Le Yémen, au moins 100 000 morts dans la population civile depuis 2015. Vous le savez? Non, personne ne le sait ici. Et c'est un conflit gelé. Pas gelé, non, actif, mais vous en fichez. Nous nous en fichons collectivement. On ne se fiche pas de la guerre d'Ukraine, quoique on commence à s'en ficher un peu. Oui, mais je le sais, je veux dire, bon, enfin, on peut en parler. Et regardez, là, tout le monde s'occupe de Gaza parce que Israël-Palestine, tout le monde a toujours beaucoup d'émotions sur Gaza. Donc ça ne va pas être un conflit gelé. C'était l'ambition des Israéliens de geler la question palestinienne. Et ce qu'a fait le Hamas, c'est de dégeler le conflit. Mais le conflit, il est toujours là. Et donc, ces purulences, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces purulences violentes, armées, font la perpétuation de la guerre, et c'est le nouveau cadre stratégique, si vous voulez, derrière l'ordre international, etc. Vous avez tous ces nouveaux entrepreneurs de violence qui sont là et qui n'acceptent pas, ils ne parlent même pas de l'ordre international, ils n'acceptent même pas l'ordre local. Et on revient à ma question de l'égalité et de légitimité. Dernière question. Chers généraux, regrettez-vous la fin du service national décidé par le président Chirac en 1996, dans le contexte stratégique de 2023 que vous venez d'analyser avec clarté et lucidité devant nous? Alors ça, évidemment, quand on voit la capacité de mobilisation d'un peuple de 6 millions d'habitants qui envoie 360 000 personnes d'un seul coup, on se dit, heureusement qu'ils avaient un service national. Vous vous rendez compte, 7 millions, ça veut dire que c'est comme si nous, on faisait partir en 3 jours 3 millions de personnes sous les armes. 3 millions de personnes, oui, c'est le ratio. Hein.
Ils seront 7 millions, puisque les Arabes ne sont généralement pas dans le Sahel, donc c'est principalement les Juifs d'Israéliens. Donc ça fait ça, hein, ça fait l'équivalent de 3 millions. Donc effectivement, eux, ils avaient besoin d'un service national. Hein. Donc, sinon, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils souhaitaient faire. Alors pour nous, moi, je vais vous répondre sincèrement. Vous avez une belle armée. Hein. Très sincèrement, je ne le dis pas, mais c'est un peu une belle armée qui a un peu de tout. Elle est bien. Bien. Mais si vous voulez, c'est de la nouvelle cuisine. Hein. Vous n'avez pas grand-chose au fond de l'assiette quand même. Hein. Alors ça, évidemment, après, on a un sentiment de manque. Alors rajouter le service. Depuis 20 ans, moi j'entends, depuis la suspension, je rencontre des gens, hein, un peu généralement ceux qui ont fait le service d'ailleurs, hein, et qui sont souvent des cadres, qui me disent oh, c'était pas mal le service, etc. Moi aussi, moi j'ai principalement commandé des engagés, donc depuis tout jeune. Mais j'ai eu quand même rencontré des appelés, bien sûr. Et donc je sais, évidemment, quand vous avez un très grand dirigeant d'entreprise qui a été aspirant dans un peloton, évidemment, pendant ce temps-là, le brave gars de la région qui fait le service dans le même peloton, il s'aperçoit que cet aristo, il est finalement pas mal. C'est un bon mec, quoi. Il est pas mal. Et puis, inversement, l'aristo, il rencontre un gars qu'il n'aurait jamais croisé s'il n'avait pas fait son service national. Ça, c'est vrai. Maintenant, en 2023, ben, écoutez, allez, là, je suis sûr que peut-être ça ne va pas trop vous plaire, mais les dépenses sociales françaises, c'est 3 fois et demi que les dépenses sociales. Je ne dis pas la totalité de tout ce qui va... Voilà. Non, c'est 3 fois et demi le budget de la défense, y compris la dissuasion. Donc, si vous voulez, nous, on est quand même, hein, on est 1,9% PIB, hein. C'est pas grand-chose. Bon, les forces armées, c'est 0,3% de la population française. C'est bien, je l'ai dit. Mais si vous voulez le service national, ou alors il faudrait vraiment que la France, c'est-à-dire ses représentants, le président, les assemblées, etc., découvrent que véritablement il y a un vrai péril. Mais, et là je vais passer la main, pour le moment, c'est pas parti. Le problème de la stratégie, parce que ça c'est un choix stratégique, c'est que si vous ne le prenez pas, à un moment donné, vous payez l'addition. Donc, je ne sais pas, nous on sera peut-être plus là pour le voir, enfin pour moi en tout cas, je suis quand même parmi les anciens, mais c'est triste à dire, mais la situation de défense de la France et des Européens, hein, de manière générale, elle est faible. Et ça ne se remonte pas comme ça, un outil Et le problème très important du service national, parce que c'est un vrai problème, parce qu'au-delà, il y a la mixité sociale, il y a comment on dit, maintenant on appelle ça le vivre ensemble, je crois, si je ne me trompe pas dans les termes, c'est le vivre ensemble, donc le vivre ensemble, la communauté, etc., plus les capacités militaires, parce qu'il faut faire un outil, c'est pour faire quand même quelque chose, c'est évidemment un grand sujet. Mais on en est loin, là. Je veux dire qu'on peut dire service national, qui va l'encadrer, avec quoi, avec quel argent, dans quelle caserne? Regardez, quel régiment a été à Auxerre, là, où il y a la belle caserne à l'entrée? Vous vous souvenez, peut-être? Bon, il y avait un régiment, là. Maintenant, dans toutes les villes, c'est comme ça, hein. Vous êtes dans ce qu'on appelle, nous, je cède la parole, ce qu'on appelle un désert militaire, quoi. Allez. Moi, alors, je reviens à la première question. J'ai commencé par commander des appelés et j'en ai été ravi parce que c'était des bons gars. On passait un temps fou, je veux dire, en entraînement par rapport à ce que j'ai fait après. Je veux dire, on était obsédés par l'entraînement de façon à en faire en 6 mois des soldats et au bout d'1 an, des vrais combattants. Et ils étaient bons, hein.
Sérieux, hein, ils étaient bons. Ils étaient bons. Après, j'ai commandé des engagés, mais autant du service national, donc ceux sur lesquels toute l'armée française fantasmait. Ceux que vous avez commandés. Et puis après, j'ai commandé des engagés d'après la suspension du service national, c'est-à-dire le Touvement. Bon, à chaque fois, c'était des bons gars. Je veux dire, il n'y a pas de débat, et à chaque fois, c'est du bon militaire. Pourquoi est-ce que... Oui, service national, service militaire, il faut aussi qu'on voit quel est le paysage stratégique. Pourquoi est-ce qu'on a changé en 95-96 ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu la guerre du Golfe, et là, on n'a pas envoyé d'appelés, décision de Mitterrand. Alors, on a fait semblant de ne pas envoyer d'appelés, mais on a fait des VSL, des machins, des espèces de contrats, mais on en a envoyé, mais officiellement, ce n'était pas les appeler. Voilà. Grand 2. Et puis, Grand 2, le mythe qu'on était une armée finalement un peu expéditionnaire, et la guerre avait disparu, on était l'après-guerre froide, et la technologie allait tout faire, et donc on n'avait plus besoin de masse d'hommes. Ok, très bien. Et cohérent. Cela étant, on a été prudent, on l'a suspendu, on ne l'a pas fermé, hein, on l'a suspendu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que l'Ukraine n'aurait pas tenu si elle avait écouté les Américains en 2014 et qu'elle était passée à une armée professionnelle complète. Les Ukrainiens ont dit « Oui, mais on va peut-être garder un peu de service de conscription. Hein. On va peut-être en garder un peu. » quoi. Et d'ailleurs, c'est grâce à leur brigade territoriale, c'est ça qu'il faut savoir, qu'ils ont tenu le premier choc en février et mars de l'an dernier. C'est les brigades territoriales. Là. Les gars du coin. Bon, les Russes ont la conscription, les Israéliens ont la conscription, les Suédois remontent la conscription. C'est-à-dire que même dans le paysage stratégique actuel, la conscription n'est pas quelque chose de has-been. Ok. La question est, aujourd'hui, c'est pour faire quoi ? Et je dis, alors, est-ce qu'on a une menace directe à nos frontières ? Non. Donc, si vous parlez du service national ou service militaire de 85, c'est absurde. Et celui-là, il n'en faut pas. En revanche, dire, tiens, ce serait peut-être pas mal d'avoir un service national avec... Je ne parle pas du SNU qui est... Je ne vais pas dire des choses méchantes, mais c'est consternant, voilà. Je suis poli, hein. Consternant, donc on oublie ça, ce truc-là, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'armée et qui pense que l'armée, c'est l'adjudant Cronenbourg, et comme vous savez, comme dans Charlie Hebdo, et qu'il va les remettre au pas. Oui, mais non, je veux dire, c'est pas ça l'armée, quoi. Je veux dire, heureusement. Bref. En revanche, se dire, tiens, j'ai eu des attentats terroristes, et puis je vois des gens patrouiller dans les grandes villes en uniforme. Ouais, très bien, mais quand vous pensez au colonel... de gendarmerie, là, qui est... Beltrame, merci. Il est dans une sous-préfecture, il intervient dans une sous-préfecture. Moi, je serais terroriste, je ne viserais pas l'aéroport de Paris, je viserais Romorantin, parce que les capacités d'intervention à Romorantin, c'est pas gagné. Et donc, peut-être que avoir des unités de volontaires, de je ne sais pas quoi, etc., de garde nationale, qui soient présentes sur le niveau local, c'est pas bête. Tchernobyl, vous connaissez tous Tchernobyl. Qui est allé rentrer de Tchernobyl, aller fermer le cercueil et compagnie ? Des appelés. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez envoyé des gens pour une catastrophe écologique. Et j'insiste sur la catastrophe écologique, parce que vous avez des catastrophes écologiques ou des catastrophes climatiques, et on aurait, et c'est à ça que je veux en venir, un nouveau service qui soit très décentralisé. Question du prix, eh bien, les collectivités territoriales, vous allez payer, vous, Auxerre, vous, Yonne, eh bien, vous allez vous payer de quoi accueillir vos enfants, parce que ça va être du recrutement local. Certains auront une formation militaire, d'autres auront une formation pour manier de la tronçonneuse, pour aller dépolluer les forêts ou les bords de route, pour faire de l'intervention humanitaire, pour faire de la patrouille antiterroriste et ce genre de choses. Voilà le genre de question qui est adapté aux besoins stratégique d'aujourd'hui, qui n'est donc pas la menace à nos frontières, la ligne bleue des Vosges et compagnie, le précaré, mais qui est peut-être plus cohérent et qui nous donnerait d'abord du lien social, parce que c'est important aussi le lien social, mais ça doit être une conséquence. Ça ne doit pas être le premier but. C'est pour ça que le SNU, ça marche sur la tête. On fait un service pour que les gens ne rendent pas service, mais pour qu'on rende service. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est absurde. En revanche, que les gens rendent service localement, que du coup vous soyez prêts, que du coup, parmi eux,
il y ait aussi des militaires, ça ne soit pas que des militaires, mais qu'il y ait aussi des militaires pour du service de sécurité et de défense. Et donc dans la sécurité, je mets de la sécurité élargie, hein. Je mets de la sécurité écologique, je mets de la sécurité climatique, je mets de la réponse aux catastrophes, je mets ce genre de choses. Là, ça peut avoir du sens et là, on peut en discuter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sur les cartes d'état-major, Romorantin n'est pas dans l'Yonne. Des questions? Il n'y a plus de temps pour les questions. Alors quand même, je vais désobéir. Je ne vais pas suivre la discipline militaire de Michel Vanini. Alors, une question. Oui, allez-y. Parlez fort, on va attendre. Ça marche? Ça marche. On a d'un côté l'Ukraine et la Russie, de l'autre la bande de Gaza. Un, est-ce que vous faites un lien? Et deux, lequel? Rapidement. Il n'y a pas de lien direct, c'est-à-dire que je ne vois pas la Russie grand Manitou qui instrumentalise le Hamas. Ça, j'y crois pas du tout, même si le Hamas a joué son jeu à lui, ses objectifs politiques, et que du coup, la Russie, ou l'Iran d'ailleurs, peut en tirer profit. Mais il n'y a pas d'axe du mal, d'axe des méchants, qui est la question sous-jacente à votre question. Par contre, il y a des conséquences l'un sur l'autre. Manifestement, l'attention mondiale se tourne plus sur le conflit en cours au Proche-Orient, moins sur l'Ukraine. D'ailleurs, le président Zelensky en souffre. Et puis également les conséquences en termes d'armement, les Américains sont les grands fournisseurs, mais eux, ils sont passés en économie de guerre en partie. Nous, les Européens, pas du tout. Et donc, c'est eux qui fournissent des deux côtés. Et donc, c'est évidemment préjudiciable aux Ukrainiens. Et puis, le troisième élément, c'est Poutine, et le Russe, et lui est ravi de ce changement de situation. Lun Zhang. Oui. Bon. Une question courte. Hein. Ok, très bien. Pardon. Je commence par l'intervention du général Delors. Il a commencé à dire que ça peut exister, hein, un monde sans guerre. Mais je pense que c'est plutôt une société sans paix. Hein. Mais vers la fin, il a dit que si on ne prépare pas, un jour, on va payer le prix plus fort. Vous voyez que je vois dedans, il y a cette contradiction. Je pense que plutôt dans votre conscience, c'est plutôt, on a encore, c'est possible d'avoir de guerre. Donc, ma question, la première question, c'est que pour une société, on a beaucoup parlé de la démocratie, tout ça, comment préparer, par exemple, un pays comme la France, la psychologie sociale pour faire la guerre? Justement, une société qui est psychologiquement contre la guerre. Ça, c'est la première question. Deuxième question très courte. Maintenant, on voit la guerre en Ukraine. C'est une image presque de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, il y a une nouvelle avec des drones, etc. Quelle est votre imagination, votre vision pour la future guerre? Voilà, c'est deux questions. Vos questions sont évidemment intéressantes, mais très larges. Je dirais donc très rapidement que ce qui me paraît important, c'est évidemment de préparer l'avenir. Et pour ça, avoir une réflexion sur le cap stratégique à suivre par la France et les Français, puisque nous sommes en France et les Français. Donc, pour notre réflexion. Il y a là différentes options possibles. Très clairement, moi j'en vois trois. J'en vois une qui est évidemment celle peut-être auquel vous pensez le moins, sauf peut-être, je me trompe, une vision très européenne à travers une fédération européenne. C'est un peu cette vision-là, cette réflexion pour montrer que les problèmes de défense peuvent être résolus avec moins de difficultés dans le cadre de cette option stratégique. La deuxième, c'est se remettre complètement aux Américains dans le cadre de leur future alliance en cours d'ailleurs entre les pays de l'OTAN et les pays du Pacifique qui leur sont favorables. C'est évidemment se mettre sous l'aile américaine et là, c'est aussi une possibilité, on perd toute autonomie politique et stratégique. Et la troisième voie, c'est laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire ni pro-européenne vraiment, ni pro-américaine, eh bien nous continuons avec des moyens limités, avec toujours
dans un monde qui change. Et vraisemblablement, dans 8-10 ans, on va se retrouver en grande difficulté parce que nous n'aurons pas les moyens de répondre à... Vous savez, nous signons pas mal d'accords, nous avons des territoires français qui sont un peu partout dans le monde, et je ne vois pas, dans le cadre des tentations qui existent chez tel ou tel, notre possibilité de les défendre correctement. Donc, voyez cette stratégie, avoir une réflexion stratégique pour pouvoir fixer un cap qui soit le plus favorable pour nous, Français, sachant qu'il faut que nous choisissions, pour faire simple, de vivre vraiment européen avec une autorité politique, de clairement se remettre aux Américains pour la protection, ou d'avancer un peu dans le nini avec tous les dangers que ça peut comporter. Sur l'Ukraine, tout le monde pense que parce qu'il y a des tranchées, c'est après-guerre mondiale. Bah, c'est pas aussi simple que ça. C'est une guerre qui est extrêmement contemporaine. Elle n'existe pas sans tous les réseaux numériques. Ils ont inventé un Uber de l'artillerie, si vous voulez. Les Ukrainiens ont inventé un Uber de l'artillerie. C'est-à-dire que vous avez un drone qui passe, il repère un objectif, et donc du coup, ils vont demander à la batterie d'artillerie la plus proche d'aller détruire l'objectif. Enfin, donc le numérique, les drones, le spatial, la remise en cause d'ailleurs des façons habituelles de la guerre navale. Donc il y a énormément d'éléments contemporains dans la guerre d'Ukraine. J'en parle un peu, il y a un bouquin là-bas, vous le verrez. Enfin bon. Deuxième chose, sur l'avenir, je crois que, d'une façon générale, grand 1, le monde est plus dangereux. Voilà. Grand 2, il faut qu'on en débatte. Si vous voulez, le monde politique, au sens large, hein, le débat politique ne se fait pas sur les questions ni de défense, ni de politique étrangère. Je suis heureux qu'il y ait cette table ronde, et peut-être que ce sera, j'ouvre le mot de conclusion à Michel, mais je suis heureux qu'au bout de 20 ans, vous, à Auxerre, vous commenciez à vous saisir le sujet, mais ne lâchez pas le sujet. Moi, les entretiens ont toujours été en avance hein, dans le débat d'idées. Un mot de conclusion avec Jean Jaurès. Un mot de conclusion avec Jean Jaurès, partisan de la paix armée. Il faut le rappeler. Pour rêver à l'idéal d'un monde sans guerre, il importe d'abord de comprendre le réel. Merci de votre attention. C'était vachement bien. Très très bien. Moi, je vais faire un petit verbatim de tout ça. Bravo, messieurs, oui, vous avez tenu votre auditoire affamé jusqu'à pas loin de 13 heures. Bravo. Non, non. Merci.